2 années après un divorce énergétique spectaculaire, pourquoi l'Allemagne revient-elle frapper à la porte du Kremlin? Cette question brûlante hante aujourd'hui les couloirs du pouvoir européen. Le passé récent semblait pourtant avoir scellé le sort des relations énergétiques entre l'Europe et la Russie. Mais le présent, lui, raconte une toute autre histoire. Pour comprendre ce retournement, il faut plonger dans les méandres de la politique, de l'économie et de l'histoire récente et examiner les exemples concrets qui jalonnent cette évolution. Rappelez-vous, au lendemain des explosions ayant détruit les gazoducs Nord Stream, l'Europe célébrait sa rupture avec la Russie comme une victoire éclatante. Les dirigeants européens multipliaient les déclarations solennelles, jurant que plus jamais le gaz russe ne coulerait vers l'Ouest. Ils promettaient une ère nouvelle faite d'indépendance, de fermeté et de modernité. Les images de ces promesses faisaient la une des médias européens et mondiaux. Dans les rues de Berlin, de Paris, de Rome, on voulait croire à un futur sans dépendance, à une Europe libre d'influences étrangères. Ce récit, pourtant, s'est fissuré rapidement. Dès le premier hiver post-Nord Stream, les premiers signes de tension sont apparus. Les réserves de gaz qui devaient en assurer la transition ont fondu plus vite que prévu. Les usines, grandes consommatrices d'énergie, ont commencé à ralentir leur production. Dans les ministères, l'enthousiasme a laissé place à l'inquiétude, puis à l'urgence. L'exemple de BASF, le géant allemand de la chimie, illustre ce basculement. En l'espace de quelques mois, le groupe a dû annoncer une réduction de ses capacités de production, faute d'énergie abordable. Des milliers d'emplois étaient soudain menacés. En France, ArcelorMittal a été contraint de mettre à l'arrêt temporaire certains de ses hauts fourneaux, expliquant que les coûts de l'énergie rendaient pour la production d'acier non rentable. À travers toute l'Europe, de l'Italie aux Pays-Bas, les têtes d'affiche de l'industrie tiraient tôt la sonnette d'alarme. Le secteur automobile, déjà fragilisé par la crise des semi-conducteurs, subissait désormais la hausse vertigineuse des prix de l'électricité et du gaz. Des PME, moins visibles mais tout aussi cruciales, ont mis la clé sous la porte. Le danger n'est plus une abstraction. Sans issue rapide, l'Europe risque une récession comparable à celle des années 70, lorsque le premier choc pétrolier avait plongé le continent dans la tourmente. À l'époque déjà, la dépendance à une énergie importée avait révélé les failles de l'économie européenne. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter, mais avec le gaz russe comme pivot. Comment en est-on arrivé là? Comment, en seulement 2 années, l'économie a-t-elle balayé toutes les certitudes politiques? La réponse se trouve dans les coulisses des négociations, mais aussi dans les chiffres bruts de l'industrie. Pour comprendre ce revirement, il faut revenir aux premiers jours de la crise et examiner des parallèles historiques. Souvenez-vous, il y a un peu plus de 2 ans, les explosions sur les gazoducs Nord Stream bouleversaient l'Europe. Sur les plateaux télé, dans les couloirs du pouvoir, les dirigeants européens affichaient une jubilation à peine dissimulée. Pour eux, la Russie venait de perdre son principal levier sur le continent. Les discours étaient sans équivoque, l'ère du gaz russe était terminée. On célébrait une émancipation, on promettait une Europe indépendante, moderne, invulnérable. Cette rupture évoque d'autres moments de l'histoire européenne. En 1973, lors du premier choc pétrolier, les pays européens s'étaient découverts vulnérables face à l'OPEP, qui décidait de restreindre ses exportations. Les mêmes mots d'ordre avaient alors été lancés: indépendance, diversification, innovation. Mais l'histoire a montré que la transition prenait du temps et que les conséquences économiques pouvaient être ravageuses. Aujourd'hui, le gaz a remplacé le pétrole dans le rôle du talon d'Achille européen. Très vite, les sanctions sont tombées. Les échanges commerciaux ont été gelés, les discussions rompues et l'orgueil politique triomphé. Plus jamais d'énergie venue de l'Est, plus jamais de compromis avec le Kremlin. L'avenir s'annonçait vert, tourné vers les technologies propres et les alternatives nationales. L'Union européenne annonçait des plans d'investissement massifs dans l'éolien, le solaire, l'hydrogène vert. Mais sur le terrain, la montée en puissance de ces technologies s'est heurtée à la réalité. Il faut des années pour construire un parc éolien offshore, des décennies pour transformer le réseau électrique et des milliards d'euros pour bâtir une filière hydrogène crédible. Mais la réalité a vite rattrapé l'euphorie. 2 hivers plus tard, la situation s'est renversée. Les stocks de gaz européens peinent à dépasser la moitié de leur capacité, parfois moins. L'angoisse monte à l'approche du froid, les prix explosent, les factures étranglent ménages et entreprises. Les fermetures d'usines s'enchaînent, la nervosité gagne Bruxelles. Dans certaines villes d'Allemagne, comme Ludwigshafen, des milliers de travailleurs se retrouvent en chômage technique.
En France, les collectivités locales doivent réduire l'éclairage public, baisser la température dans les bâtiments scolaires et suspendre des services municipaux pour économiser l'énergie. La menace n'est plus russe. Le spectre d'une asphyxie industrielle plane, silencieux et implacable. Les dirigeants, jadis 6 sur 2, se retrouvent dos au mur. Refuser d'ouvrir la porte au gaz russe, c'est risquer d'étouffer l'industrie européenne. Le prix de l'orgueil devient vertigineux. Emplois menacés, croissance en chute, influence internationale en péril, les exemples se multiplient. Le groupe chimique allemand Covestro a lui aussi annoncé la fermeture temporaire de certaines unités. En Belgique, la sidérurgie de Liège tourne au ralenti. Les syndicats, habituellement concentrés sur les salaires, réclament désormais des garanties sur la stabilité énergétique. L'économie, elle, ne s'encombre ni de fierté ni de tabou. La réalité s'impose, brutale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, la croissance industrielle européenne a chuté de presque 2 points, tandis que les importations de gaz naturel liquéfié, plus coûteux, n'ont pas suffi à compenser la perte du gaz russe. Les ménages, quant à eux, voient l'intense à leur facture d'énergie augmenter de 50 à 100%. Face à ce tournant, l'Europe doit choisir entre dogme politique et survie industrielle. Mais ce dilemme ne se limite plus aux couloirs de Bruxelles. Il touche chaque foyer, chaque usine. À Lyon, une PME spécialisée dans la verrerie a vu sa facture énergétique tripler. Son patron, interrogé par la presse, confiait « Nous pensions pouvoir tenir quelques mois, mais à ce rythme, nous n'atteindrons pas le printemps ». À Milan, une usine textile centenaire a dû réduire ses effectifs de moitié pour éviter la faillite. Les premières lézardes apparaissent. Dans les salons feutrés de Berlin et de Paris, l'embarras est palpable. Les industriels se taisent, mais leurs regards en disent long. Peu à peu, puis de façon plus ouverte, les grands patrons allemands et français brisent le silence. Leur message grave claque comme un constat d'échec. Sans soutien russe, l'industrie européenne file tout droit vers l'abîme. Les fédérations patronales, comme la BDI en Allemagne ou le MEDEF en France, adressent des courriers confidentiels au gouvernement. Ils réclament désormais l'impensable il y a 2 ans, renouer le dialogue énergétique avec Moscou. Leur exigence est simple et brutale, sauver les emplois, éviter l'arrêt des usines. À Francfort comme à Lyon, les PDG martèlent la même évidence. Sans gaz russe, la compétitivité s'effondre, l'avenir s'assombrit. La presse, hier encore si vaillante à défendre la fermeté, infléchit son discours. Des éditoriaux osent évoquer la nécessité de dissocier économie et politique. Sous cette formule, une urgence, retourner à la table des négociations, malgré les divergences idéologiques désormais secondaires. Même le très officiel Handelsblatt publie des analyses sur la nécessité d'un dialogue énergétique pragmatique. En France, Le Monde consacre un dossier à la renaissance du réalisme industriel. À Bruxelles, la volte-face provoque un séisme. Confrontés à l'impasse, les dirigeants européens convoquent dans la précipitation des consultations techniques. Des comités spéciaux auscultent sans relâche les maigres stocks de gaz. Le verdict tombe. Les réserves couvrent à peine la moitié des besoins pour l'hiver. Tout à coup, l'arrêt des chaînes de production, la fuite des capitaux et la colère sociale ne sont plus des menaces abstraites, mais des risques immédiats. Lors d'un conseil exceptionnel, la présidente de la Commission européenne admet à demi-mot que la sécurité énergétique du continent est en jeu. Dans la panique, le paradoxe s'impose. C'est l'Union européenne qui sollicite désormais Moscou. L'idée d'indépendance énergétique vole en éclats. Mais la Russie, lucide, pose ses conditions. Reconnaissance des responsabilités pour la destruction des infrastructures, garantie contractuelle accrue, compensation financière conséquente. Ce rapport de force inédit rappelle d'autres épisodes de l'histoire. En 1979, lors de la crise des otages de Téhéran, l'Europe avait dû renégocier ses approvisionnements pétroliers dans la précipitation, au prix de concessions importantes. La confiance, déjà érodée, se brise. Les enjeux dépassent le simple chiffre d'affaires. Il s'agit de la survie industrielle du continent, de l'équilibre social, du maintien du niveau de vie des citoyens. Derrière les portes closes, la tension devient insoutenable. Nul n'ose prononcer le mot « échec », tant le prix à payer serait dévastateur. Les diplomates multiplient les réunions secrètes. Les experts russes sont invités à évaluer l'état des gazoducs endommagés, mais Moscou insiste pour obtenir des garanties écrites. Chaque négociation s'apparente à une partie d'échec, où le temps file et les marges de manœuvre se réduisent. Les négociations s'ouvrent dans une atmosphère électrique presque irréelle. Pour la première fois depuis des décennies, la Russie détient tous les leviers.
Elle peut attendre, imposer ses termes, tandis que l'Europe, elle, n'a plus d'alternative ni de temps à perdre. Les médias russes ironisent sur la volte-face occidentale, tandis que les analystes européens s'interrogent comment rétablir la confiance après tant d'invectives. Mais derrière la façade des pourparlers, chaque camp prépare déjà ses prochaines cartes, car dans l'ombre, un autre acteur s'invite à la partie. Les États-Unis, fournisseurs de gaz naturel liquéfié, scrutent la situation avec attention. Le Qatar, acteur majeur du GNL, propose d'augmenter ses livraisons, mais exige des contrats sur 20 ans et des garanties de prix. La Chine, quant à elle, observe discrètement, consciente que tout affaiblissement de l'industrie européenne la renforce sur le marché mondial. À quoi ressemblera l'hiver si la main tendue reste ignorée ou refusée? Cette interrogation n'est plus une fiction politique. Elle incarne désormais l'angoisse glaciale qui serre la gorge des dirigeants européens alors que le compte à rebours s'accélère. Dans les scénarios les plus pessimistes, les coupures de courant se multiplient, les transports publics sont ralentis, l'industrie tourne au ralenti et la grogne sociale menace de se transformer en crise politique majeure. Les images de la France de 1968, paralysée par les grèves et la pénurie d'essence, ressurgissent dans les esprits. La Russie, certaine de sa position de force, pose ses conditions pour tout retour à la table du gaz. Première exigence, une reconnaissance explicite des responsabilités. Pour Moscou, sabotage et rupture portent la marque de l'Europe. Deuxièmement, le Kremlin réclame des réparations concrètes, assumées et détaillées pour reconstruire les infrastructures endommagées. Enfin, il veut des garanties formelles gravées dans le marbre afin d'éviter que les promesses ne s'évanouissent à la première crise. Ces exigences rappellent celles posées par l'Arabie saoudite lors des négociations sur le pétrole dans les années 80, où chaque geste de réconciliation s'accompagnait de conditions strictes. Certains rêvent encore d'un affranchissement par le gaz naturel liquéfié venu d'Amérique du Nord ou du Moyen-Orient. Mais cette alternative coûte parfois plus du double et dépend d'une chaîne logistique vulnérable, soumise aux colères de la mer et aux jeux de pouvoir géopolitique. Chaque cargaison qui traverse l'Atlantique ou le détroit d'Ormuz fait grimper les factures, sans offrir la sécurité d'approvisionnement dont l'industrie a besoin. En 2023, un incident dans le terminal GNL de Freeport, au Texas, a provoqué une envolée des prix européens du gaz. Un simple accident, et toute une région d'Europe est plongée dans l'incertitude. Dans les ateliers d'Allemagne, de France ou de Belgique, la dépendance au gaz russe s'impose avec la violence d'un couperet. Les hauts fourneaux ne tournent pas avec des slogans, mais avec une énergie bon marché et fiable. Les industriels le répètent, sans retour d'un flux stable venu de l'Est, la compétitivité face à la Chine ou aux États-Unis n'est qu'un mirage. À titre d'exemple, l'industrie allemande de la céramique, réputée pour son excellence, a vu ses exportations s'effondrer de 30% en un an à cause du coût de l'énergie. La tension politique monte d'un cran. À Paris et Berlin, les syndicats redoutent l'effondrement d'un pan entier de l'industrie. À Varsovie, les voix populistes dénoncent la capitulation européenne devant Moscou. Mais derrière ces postures, la réalité sociale s'impose. Des milliers d'emplois sont menacés, le chômage technique rôde déjà. En Espagne, la Fédération du bâtiment tire la sonnette d'alarme. Sans énergie fiable, la relance verte promise par le plan Next Generation EU est compromise. Le risque n'est plus une abstraction, c'est la menace d'un effondrement économique généralisé, d'une crise sociale profonde et d'une perte de crédibilité internationale. Refuser la négociation, c'est peut-être répéter les erreurs du passé, en bien pire. Les entreprises délocalisent, les investisseurs s'enfuient et le mythe d'une Europe forte et unie se fissure. L'histoire regorge d'exemples où des crises énergétiques ont précipité des bouleversements sociaux. En 1979, la révolution de velours en Tchécoslovaquie a trouvé son élan dans le mécontentement populaire, alimenté par la pénurie d'énergie et la hausse des prix. À l'heure du choix, l'Europe doit trancher, conserver son orgueil ou embrasser le pragmatisme. Dialoguer avec Moscou, céder sur certains principes, ou voir l'hiver devenir synonyme d'appauvrissement et de chaos. L'avenir du projet européen se joue ici, à la croisée des chemins. Les think tanks multiplient les rapports, proposant des scénarios de sortie de crise. Certains prônent la création d'un fonds européen de souveraineté énergétique, d'autres recommandent un accord temporaire avec la Russie, le temps de renforcer les capacités de production renouvelables. Mais alors que les dirigeants hésitent, une nouvelle donne se prépare en coulisses. Un acteur inattendu s'apprête à rebattre les cartes du jeu énergétique. Les États-Unis, en proposant davantage de GNL, cherchant à renforcer leur influence sur le vieux continent.
La Turquie, grâce à sa position stratégique, rêve de devenir le nouveau hub gazier de l'Europe. L'Afrique du Nord, avec l'Algérie et l'Égypte, propose d'augmenter ses exportations, mais la stabilité politique de la région reste fragile. Peut-on vraiment tirer des leçons du passé sans trahir ses convictions profondes? L'Europe, confrontée à la brutalité du marché, se retrouve au pied du mur. Il faut revisiter ses dogmes face à la réalité d'une dépendance énergétique impossible à ignorer. Ce choc force à sortir du déni et à chercher des solutions concrètes pour bâtir un avenir plus solide. Premier constat, le réalisme économique doit désormais orienter la diplomatie énergétique. Les slogans politiques n'ont jamais chauffé un seul foyer. Aujourd'hui, le gaz naturel, quelle que soit sa provenance, reste un pilier pour l'industrie et la paix sociale. Se priver d'une source fiable n'est pas un acte de courage, mais un pari risqué sur des millions d'emplois et la compétitivité du continent. Pour preuve, le Japon, après Fukushima, a dû revenir au charbon et au gaz naturel pour éviter l'effondrement de son industrie, malgré son ambition verte. Ensuite, la coopération sincère devient cruciale, loin des postures idéologiques. Le pragmatisme impose de dissocier les intérêts énergétiques des querelles géopolitiques. Lorsque les industriels allemands et les grands groupes français réclament une reprise du dialogue avec Moscou, ce n'est plus un tabou mais une question de survie. La confiance ne renaîtra pas des principes abstraits, mais d'actes concrets. Des commissaires européens proposent la création d'un comité paritaire de supervision des flux gaziers avec la participation de représentants de la société civile pour garantir la transparence. Troisième leçon, diversifier les approvisionnements sans tourner le dos aux solutions éprouvées. Le pire scénario serait de remplacer une dépendance par une autre ou de sacrifier la sécurité énergétique sur l'autel d'une pureté politique. Investir dans le renouvelable, l'hydrogène ou le gaz naturel liquéfié, oui, mais négliger les infrastructures existantes reviendrait à gaspiller des années d'efforts et des milliards d'euros. L'exemple de l'Espagne, qui a su développer un mix énergétique équilibré, montre qu'une diversification réfléchie est possible, à condition d'unir volonté politique et investissement massif. Enfin, l'humilité doit guider la reconstruction de la souveraineté énergétique. Reconnaître ses erreurs, admettre que la politique ne suffit pas, c'est ouvrir la voie à de vraies réformes. Ce n'est pas trahir ses valeurs, mais éviter de sacrifier l'avenir par orgueil. Pour ne pas répéter les mêmes fautes, l'Europe doit écouter ses ingénieurs, ses industriels et ses citoyens, pas seulement ses idéologues. Un exemple frappant, la Suède, consciente de ses limites, a lancé un grand débat national sur l'énergie, associant élus, experts et citoyens pour dessiner un avenir réaliste. À ce tournant historique, le risque est colossal. Soit l'Union européenne transforme cette crise en opportunité pour renforcer ses fondations, soit elle s'enferme dans de nouvelles chaînes en refusant de regarder la réalité. Le choix se joue maintenant entre lucidité et déni, entre reconstruction et fuite en avant. Les scénarios divergent. Certains voient dans la crise une chance d'accélérer la transition vers le renouvelable. D'autres redoutent un retour à la case départ, avec une dépendance accrue à l'Est. Alors, quelles actions concrètes entreprendre dès aujourd'hui? Les prochaines décisions seront cruciales pour déterminer si l'Europe peut retrouver sa souveraineté énergétique. Voici ce que doit envisager le continent dès maintenant. Premièrement, il faut rétablir un dialogue technique et transparent avec les fournisseurs russes en impliquant des observateurs indépendants issus d'organisations internationales comme l'Agence internationale de l'énergie. Ce dialogue doit porter sur l'état des infrastructures, les modalités de réparation et la mise en place de garanties réciproques. L'exemple des discussions entre la Norvège et la Russie sur la pêche en mer de Barents prouve qu'il est possible de coopérer malgré des tensions politiques majeures. Deuxièmement, l'Europe doit investir massivement dans la rénovation des réseaux énergétiques existants. Les fonds structurels européens, souvent sous-utilisés, pourraient être mobilisés pour moderniser les gazoducs, renforcer la sécurité des terminaux GNL et développer le stockage souterrain. Cela permettrait de réduire la vulnérabilité face aux perturbations extérieures. Troisièmement, il faut accélérer la diversification des sources d'énergie, sans tomber dans le piège d'une dépendance unique. Cela implique des partenariats renforcés avec l'Afrique du Nord, la Norvège et le Moyen-Orient, mais aussi un soutien accru à la recherche sur le stockage de l'énergie et l'hydrogène. L'Union européenne pourrait créer un fonds dédié à la résilience énergétique, sur le modèle du plan Marshall, pour stimuler l'innovation et la production locale. Quatrièmement, il est essentiel d'associer les citoyens à la prise de décision. Des consultations publiques, des assemblées locales sur l'énergie et des référendums régionaux
pourrait renforcer la légitimité des choix opérés. L'exemple de la Suisse, qui soumet régulièrement sa politique énergétique au vote populaire, montre que la démocratie peut être un atout dans la gestion des crises. Cinquièmement, l'Europe doit renforcer la solidarité entre ses membres. Des mécanismes d'entraide, comme le partage des réserves stratégiques ou la mutualisation des achats de gaz, permettraient de lisser les pics de demande et d'éviter la concurrence destructrice entre États. Le plan européen de relance post-Covid a prouvé que la mutualisation des ressources peut porter ses fruits en temps de crise. Sixièmement, il faut réformer la gouvernance énergétique européenne. Un Conseil de l'énergie doté de pouvoirs renforcés pourrait coordonner les politiques nationales, anticiper les crises et négocier avec les partenaires extérieurs au nom de l'ensemble de l'Union. Cela éviterait les cacophonies observées lors des premières semaines de la crise Nord Stream. Enfin, il convient de repenser la formation des élites européennes à la lumière des défis énergétiques. Les grandes écoles et universités devraient intégrer des modules sur la transition énergétique, la géopolitique du gaz et la gestion des crises. Cela permettrait de former une nouvelle génération de décideurs capables d'allier ambition politique et réalisme économique. L'Europe va-t-elle laisser ses citoyens grelotter pour des slogans ou saura-t-elle négocier avec lucidité ? Alors que l'hiver approche et que les réserves de gaz fondent comme neige au soleil, la question devient brûlante. Ironie du sort. Après avoir proclamé la marginalisation de la Russie, Bruxelles se retrouve contrainte de tendre la main à Moscou pour éviter l'effondrement industriel. La réalité est implacable. Les postures politiques, aussi retentissantes soient-elles, ne réchauffent ni les foyers ni les usines. L'économie réclame du pragmatisme, quitte à revisiter des certitudes et à dialoguer avec ceux qui hier encore ont fustigé. L'exemple récent du Royaume-Uni, qui a dû relancer des centrales à charbon pour faire face à un hiver rigoureux, montre que le pragmatisme finit toujours par s'imposer au dogme. Les prochains mois seront décisifs. Une crise énergétique non résolue signifierait des dizaines de milliers d'emplois perdus, des familles incapables de régler leurs factures, des usines à l'arrêt et une compétitivité européenne durablement affaiblie. Refuser d'ouvrir les yeux, c'est risquer de voir l'Union européenne s'effacer encore davantage du jeu mondial. Les exemples de la Grèce lors de la crise de la dette ou de l'Italie face à la montée du populisme rappellent combien l'absence de solutions concrètes fragilise la cohésion européenne. La crédibilité même de l'Europe est en suspens. Sera-t-elle capable de reconnaître ses erreurs, de négocier avec fermeté et de préserver l'essentiel, ou s'enfermera-t-elle dans un déni dangereux, au risque de précipiter tout un continent dans la tourmente ? L'heure n'est plus au discours, mais à des choix responsables. Les citoyens n'attendent pas de promesses vides. Ils veulent du chauffage, du travail et l'assurance que leurs dirigeants privilégieront le réel à l'idéologie. Exiger des leaders qu'ils assument leurs décisions, voilà la seule chance d'éviter que l'hiver ne vire au cauchemar collectif. L'exemple du Danemark, qui a su équilibrer transition écologique et maintien d'une industrie compétitive, prouve qu'un autre chemin est possible. À ce carrefour historique, une question demeure. L'Europe saura-t-elle retrouver la lucidité pour écrire un nouveau chapitre, ou s'obstinera-t-elle dans une impasse aux conséquences incalculables ?